Bonjour, bienvenue dans La Capsule, le podcast de l'APM. Je suis Chloé Sénard et aujourd'hui, mercredi 27 mai, comment les hôpitaux français s'organisent face à la menace d'une guerre étendue en Europe ? C'est la grande question qui nous intéresse aujourd'hui et qui a été discutée à Sant'Expo la semaine dernière lors de 2 conférences. Gestion des blessés, des stocks, vous le verrez, il faut penser à tout et surtout au pire. Mais avant ça, le brief du jour. 4,2 milliards d'euros, c'est le coût des hospitalisations inadéquates en 2024, estimé par la Cour des comptes dans son rapport annuel sur les lois de financement de la sécurité sociale. En tout, 30 000 patients seraient concernés, toutes disciplines confondues. Elle note aussi un taux très élevé de séjours anormalement longs dans les hôpitaux de proximité. La Cour des comptes appelle à renforcer la performance des établissements, mais aussi à améliorer l'organisation des parcours de soins avant et après une hospitalisation. Elle suggère par exemple une meilleure implication de la médecine de ville et des établissements sociaux et médico-sociaux. Le rapport de la Cour des comptes se penche aussi sur la clause de sauvegarde réclamée aux industriels du médicament pour l'année 2025. Elle l'estime à 1,8 milliard d'euros, un montant qui dépasse l'engagement pris par l'exécutif depuis 2023 de plafonner cette contribution à 1,6 milliard d'euros. Cette clause permet à l'assurance maladie de récupérer une partie des dépenses pour des produits de santé lorsque le chiffre d'affaires des laboratoires et des industriels du DM dépasse certains seuils. La Cour des comptes précise qu'elle pourrait se déclencher pour la première fois pour les dispositifs médicaux. Le projet de loi sur la protection des enfants présenté en Conseil des ministres aujourd'hui, il devrait permettre de renforcer le contrôle des professionnels de santé qui travaillent avec des publics vulnérables. Selon l'avant-projet de loi consulté par l'APM, les antécédents judiciaires des professionnels et bénévoles seraient davantage contrôlés avec la consultation obligatoire du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Le texte doit être présenté au Parlement en session extraordinaire en juillet. Les ventes des produits du tabac toujours en baisse en 2025, selon le bilan annuel de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, moins 8% pour les ventes totales de tabac par rapport à l'année précédente. En parallèle, les ventes de traitements d'aide au sevrage du tabac en pharmacie progressent, plus 58% par rapport à 2017. Olivier Boyer, nommé conseiller d'État en service extraordinaire, l'ancien directeur général du CHU d'Orléans de 2023 à 2025, a été nommé sur proposition du ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Il est en poste pour une durée de 5 ans non renouvelable. Pour le débrief du jour, je suis avec Geoffroy Lang, journaliste au service établissement de santé. Bonjour. Bonjour Chloé. La semaine dernière à Sant'Expo, vous avez assisté à plusieurs conférences sur la thématique guerre et hôpitaux. Un sujet assez inhabituel pour ce salon, mais ancré dans l'actualité internationale. Nous cherchons donc aujourd'hui à comprendre comment les hôpitaux français se préparent à l'éventualité d'une guerre étendue en Europe. Geoffroy, déjà, pourquoi est-ce que les hôpitaux français se préparent à cette possibilité ? C'est vrai que c'est un sujet assez inhabituel pour nous et heureusement, mais on peut penser à l'émoi qui avait été suscité l'année dernière par une instruction diffusée par le ministère de la Santé aux ARS pour demander aux établissements de santé de se préparer à ce qu'on appelle une hypothèse d'engagement majeur. Qu'est-ce que c'est un engagement majeur ? Alors c'est un terme qui est pour nous issu de la revue stratégique nationale éditée à l'été 2025, qui est un document du gouvernement pour demander à la nation de se préparer à différents scénarios en fonction du contexte géopolitique, et notamment la menace d'un conflit à l'est de l'Europe qui pourrait s'étendre. Donc l'hypothèse d'un engagement majeur, ça serait un affrontement direct entre plusieurs puissances mondiales, et notamment de manière très explicite la Russie. On parle de quand même plusieurs dizaines de pays, avec un armement sophistiqué et comparable, et de centaines de milliers de soldats engagés sur un front pouvant s'étaler sur des centaines de kilomètres. Et quelle serait l'organisation des hôpitaux dans ce cas-là ? Dans cette hypothèse-là, on se prépare du coup main dans la main avec le système de santé civil et le système de santé militaire à faire face à un conflit majeur. D'une part, on a le service de santé des armées qui assure donc le soin des forces militaires, le SSA, qui va se projeter directement sur le front, avec des médecins au sein des forces au cœur des combats, qui vont prendre en charge les blessés, qui sont ensuite transportés juste en retrait du front dans ce qu'on appelle des antennes médicales pour assurer les premiers soins, et ensuite potentiellement un hôpital de campagne
encore déployés derrière pour assurer des soins un peu plus techniques aux blessés. Ensuite, ces blessés-là, ils devraient être évacués depuis la zone des combats vers le territoire national où ils seront pris en charge dans nos hôpitaux, potentiellement les hôpitaux du SSA, mais aussi les hôpitaux du système de santé civil. Et justement, les hôpitaux civils, pendant ce temps-là, comment ils s'organisent ? Alors eux, de leur côté, ils vont avoir un premier défi, ça va être de prendre en charge les patients qui sont habituellement pris en charge au sein des hôpitaux du SSA, puisque leurs moyens seront consacrés directement au front. On parle environ de 80% de leur patientèle, ça veut dire 1000 à 1200 patients par jour qu'il va falloir accueillir dans les hôpitaux aux alentours. Ensuite, les hôpitaux civils vont peut-être être sollicités pour prendre en charge dans un second temps les blessés aussi issus des combats, avec, contrairement aux blessés habituels, des chirurgies lourdes et répétées, tout en assurant les soins de la population dans ce contexte-là. Quel enseignement tire le système sanitaire français de la guerre en cours en Ukraine ? Alors, du fait de l'emploi d'un armement sophistiqué, notamment d'un recours important à l'artillerie, que ce soit des frappes de drones ou des missiles balistiques, on se rend compte qu'il y a un nombre de blessés très important, avec des blessés polytraumatisés, ce qu'on appelle aussi des blessés polycriblés, avec beaucoup d'éclats d'obus, notamment au niveau de la face et des membres, des grands brûlés, et l'apparition aussi de pathologies qu'on ne voyait plus depuis très longtemps, en raison notamment des difficultés pour évacuer très rapidement les blessés, soit parce que il y a les combats aux alentours, soit parce qu'il y a un nombre tel de blessés que c'est difficile d'évacuer tout le monde à la fois. Donc avec des chocs septiques ou l'apparition de cas de gangrène qu'on ne voyait plus depuis 10-15 ans. Mais la guerre, ce ne sont pas seulement des blessés. Quelles autres conséquences aurait une guerre en Europe sur le système sanitaire français ? Alors un des enseignements de la guerre en Ukraine, mais aussi de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le Golfe Persique avec le blocus du détroit d'Ormuz, c'est qu'un conflit majeur implique des difficultés au niveau des approvisionnements, des transports, des défis logistiques pour s'approvisionner en produits de santé, en dispositifs médicaux, toutes sortes d'approvisionnements qui ont un impact direct sur les soins prodigués dans nos établissements de santé. C'est des sujets qu'il va falloir anticiper, notamment avec la création de stocks stratégiques sur différents items qu'on aura préalablement établis. Par exemple ? C'est dur d'y répondre parce qu'on est sur quand même des sujets qui sont assez confidentiels du fait de leur sensibilité. On peut penser par exemple en ce moment à la loi d'actualisation de la programmation militaire qui travaille justement sur la capacité de l'État à s'adapter à ce type de contraintes et notamment avec ce qu'on appelle des opérateurs d'importance vitale qui sont des industriels, notamment dans le secteur de la santé, listés par l'État, qui doivent se préparer à un plan de continuité d'activité et à des stocks stratégiques en cas de conflit, mais dont la liste est tenue secrète. Merci beaucoup, Geoffroy. Toutes ces informations sont à retrouver sur le fil APM News. À demain pour un nouvel épisode.